Voici une série de 8 vidéos sur le legal design. Au début, on ne pensait faire que 2 vidéos avec Romain et on a été emporté par notre élan, ce qui fait qu'on a fait carrément une mini-série. Voici la première vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur cette chaîne Romain Hasbrook qui va nous parler de legal design. Le legal design, c'est peut-être une des plus grandes tendances du droit actuellement. On va faire 2 vidéos, une première vidéo introductive et une deuxième vidéo sans doute un peu plus technique. On va essayer d'explorer comment on peut rédiger des conclusions en se conformant au legal design, si tant est qu'il y ait des canons définis ou au contraire, c'est plutôt une approche. Bref, on va parler de tout ça. Première vidéo, on va poser des questions simples. C'est quoi le legal design? Romain, pourquoi tu as tout plaqué pour faire du legal design? Quels sont les débouchés pour les étudiants? Et en même temps, est-ce que le legal design, c'est peut-être pas une autre manière, une nouvelle manière de faire du droit? Donc, Romain, je te laisse la parole. Voyons d'emblée déjà, c'est quoi le legal design? Comment tu définis ça en quelques mots? Merci Thomas, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Alors, le legal design, qu'est-ce que c'est? Moi, le legal design, je dis que c'est une méthode de conception, de conception de documents, de livrables juridiques. Quand je dis que c'est une méthode de conception, c'est pour garder mes distances avec l'idée que le legal design, ce serait juste une technique de décoration de documents traditionnels en ajoutant des pictos, en ajoutant des schémas, de la couleur, ce qui est un petit peu une façon qu'on a des fois de le présenter. Une méthode de conception, ça veut dire qu'on va essayer de faire en sorte d'avoir soit des stratégies de rédaction, soit des modèles qui font deux choses, qui se rapprochent le plus de ce que le client attend. Et là-dessus, il y a pas mal d'idées reçues à secouer. Aucun client n'a besoin d'une consultation. Non, les conclusions n'ont pas pour but de convaincre un juge. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'il faut combattre dès lors qu'on commence à coller vraiment à ce qu'attend un utilisateur d'un document juridique. Ça, c'est la première chose qu'on va essayer de faire. Donc, changer la forme des documents, bannir tout ce qui est grand A, grand 2, petit 1, petit 2, AB, ce genre de choses. Mais on va aussi essayer de remporter une deuxième victoire qui est de faire un document qui nous facilite la vie, permet de produire beaucoup plus vite et en maintenant un niveau de qualité qui est constant, que ce soit dans le fond, dans la forme, dans la stratégie, ne jamais rien oublier, même si on est dans un mauvais jour et qu'on a un peu trop fait la fête la veille, ou qu'on délègue à un collaborateur qu'on est encore en train de tester. Voilà, donc conception, de la même manière que dans l'industrie, on va concevoir un objet pour qu'il soit le plus cool pour les clients, mais le plus facile à produire en usine. D'accord, ok. Et alors, voilà, pour toi, le legal design, ça a été une révélation, si j'ai bien compris, t'as tout plaqué pour faire ça. Alors, c'est quoi ton parcours en quelques mots? Alors moi, j'étais un avocat, jeune avocat, tout début des années 2010, avocat en droit des affaires classique, un petit parcours dans des moyens gros cabinets et puis ensuite dans des petits cabinets. Et j'étais vraiment un avocat traditionnel. Euh, le premier choc, il est venu lorsque je suis sorti de la profession, que je suis passé en service juridique, où je me suis retrouvé à être client d'avocat et à être assez frustré et parfois devoir me mettre en colère par rapport aux prestations que les avocats me rendaient, à constater en fait la différence qu'il y avait entre mes attentes, mes besoins et ce qui me rendait, et aussi des fois à m'apercevoir que ce qui me rendait, c'était exactement ce que moi je rendais quand j'étais à leur place. Donc ça a été une première révélation. La deuxième révélation, elle est venue lorsque, après un parcours en service juridique, un parcours dans une start-up, je suis tombé complètement. J'avais monté mon activité presque comme un accident. Excuse-moi pour le bruit. J'avais monté mon activité presque comme un accident pour voir entre deux contrats. Et je suis tombé par hasard sur une conférence de Marie Potel-Saville qui a monté l'agence Amourabi. À l'époque, c'était Dot Legal. Marie Potel-Saville, c'est vraiment des précurseurs dans le domaine du legal design. Elle était ancienne responsable juridique et lorsqu'elle a expliqué ce que c'était que le legal design, j'ai vu redéfiler toute ma vie professionnelle des 10 dernières années. Et donc là, je me suis dit, en fait, entre mon appétence pour les documents bien faits, ma connaissance du droit, mon expérience en service juridique et mon expérience sur les process de développement informatique et de marketing que j'ai vu dans d'autres secteurs, il y a tout qui converge pour essayer de proposer
de proposer mes services en legal design. Ça s'est fait comme ça. D'accord. Et donc, j'ai vu, il y a des formations maintenant, plus ou moins, de legal design, ou en tout cas au terme des études juridiques, je crois, on peut plus ou moins faire des modules, ou en tout cas, bon, il n'y a pas des masters entiers qui seraient consacrés à ça, mais j'ai l'impression que, voilà, c'est devenu quelque chose de tellement concret, de tellement réel, que on va même jusqu'à l'enseigner à l'université, c'est ça? Il y a des débouchés là-dessus? Ça commence. Dans le milieu universitaire, c'est encore quelque chose qui est vu, à mon avis, avec pas mal de dédain et de méfiance. Mais ça commence. Je sais que dans certaines formations, des master 2 proposés à Créteil pour les professions paralégales, il y a des cours intitulés Legal Design. Il y a des masters innovation, mais qui sont des masters qui sont plutôt des masters en formation continue. Dans la formation continue, on va le voir beaucoup, mais portés par les universités à Paris 2. Je crois qu'il y a des modules de legal design. Sinon, c'est essentiellement pour l'instant de la formation continue avec un module qu'on appelle technique de rédaction et en petit legal design à l'EFB, des ateliers legal design qu'on fait à l'EFB. Et puis après, des formations qu'on propose aux avocats et aux juristes, mais à titre de prestation. L'ESSEC propose une formation maintenant, j'ai envie de dire, officielle en legal design, mais on est plusieurs intervenants à proposer pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas encore un corps disciplinaire structuré et enseigné tel quel à l'université. Et toi, donc, tu l'apprends, entre guillemets, au cabinet d'avocats qui viennent te voir en disant voilà ce qu'on fait, voilà nos conclusions, elles sont ennuyeuses, elles sont à pleurer d'ennui. Grâce à toi, Romain, on va faire un truc qui se lit bien. C'est ça, l'idée. Ouais, oui, c'est ça. Okay. Alors, on vient généralement... la question de « Oh, mes conclusions sont ennuyeuses », c'est... On vient rarement vers moi parce qu'on trouve que les conclusions sont ennuyeuses. On vient parce que, moi, ça m'est déjà arrivé parce que les clients ont rejeté des conclusions et on n'arrive pas à on n'arrive pas. Des fois, on a le sentiment, on fait des conclusions et on se dit, c'est pas fluide. C'est pas fluide, c'est pas convaincant, c'est pas impactant. Il y a un truc et on a tellement le nez dans le guidon que, par exemple, moi, je vais intervenir là-dessus. Alors, soit je vais former des équipes et on va prendre comme prétexte un de leurs jeux de conclusion, mais à côté. Et moi, en ce moment, c'est ce qui fait que c'est passionnant pour moi, c'est que en même temps qu'on enseigne le legal design, on est en train de monter, chaque intervenant dans le secteur, on monte notre méthode. On se retrouve sur des recettes traditionnelles sur certains aspects, mais moi, je propose ma méthodologie de rédaction, de conclusion. Et donc, ouais, c'est généralement pour avoir des conclusions plus impactantes. Après, moi, derrière, ce que j'essaie de montrer, c'est que aussi, ce qu'il faut, c'est réussir à avoir des conclusions plus impactantes qu'on produit plus vite, en passant moins de temps à la relecture, en décomposant aussi la prestation pour le client. Enfin, c'est vraiment la façon d'arriver au document final qui m'intéresse tout autant que la figure du document final. Ouais, ok. Dans les vidéos qui suivent, on rentre dans une discussion avec Romain sur la meilleure façon de rédiger les conclusions. Alors attention, on va partir un peu en mode expert, donc si vous êtes un professionnel du droit, étudiant en droit ou passionné de droit, cette vidéo devrait vous intéresser et on commencera par discuter de l'impact de la charte de rédaction qui a été co-signée par la Cour de cassation et comment les avocats reçoivent le fait qu'on essaye de normer leur façon de s'adresser à un juge. À très vite.